Bonjour, bienvenue dans votre journal de la culture. Au sommaire de ce mercredi 12 mars 2014, le hip-hop et le vitrail, ce sont les stages qui ont été proposés la semaine dernière au Centre François Mitterrand à Gravelines. Le musée du dessin et de l'estampe originale commémore le premier conflit mondial avec l'exposition Graver la Grande Guerre. Ne ratez pas ce jeudi au cinéma Sportica le documentaire La mort est dans le pré, qui met en avant les méfaits des pesticides que rencontre le monde agricole. Et on commence ce journal avec l'hommage rendu ce mercredi 12 mars à l'auteur du Cœur de lumière, Anthony Caro, disparu le 23 octobre 2013. Au nom de mon père, je voudrais remercier les habitants de la ville de Beaubourg et cette région de Calais, Gravelines et Dunkerque. Votre soutien pour la chapelle est merveilleux. Mon père a souhaité que cette chapelle soit un lieu de réflexion spirituelle, un lieu de l'âme, un endroit ouvert à tous. Cette chapelle est très spéciale. Elle aura toujours une place particulière dans le cœur de ma famille. Le Cœur de lumière est sans conteste le dossier le plus important que j'ai eu à suivre. Et très certainement, il le restera longtemps encore. Inoubliable à cet égard fut la journée du 19 octobre 2006. Ce jour-là, alors qu'une belle lumière inondait le cœur, Anthony Caro et toute son équipe avaient installé la maquette grandeur des fonts baptismaux. Ainsi, année après année, au fil d'un dialogue persévérant et confiant entre d'une part Anthony Caro et son équipe et d'autre part Monseigneur Gérard Defoy et la commission diocésaine d'art sacré, sont apparus les contours du lieu liturgique que l'on pouvait souhaiter pour le chœur gothique de l'église Saint-Jean-Baptiste. Anthony Caro voulait que toute personne, quelle que soit son appartenance confessionnelle, ou ses choix philosophiques puissent y entrer pour célébrer le simple fait d'être vivant et se reposer un instant. Anthony Caro, Tony, nous a emmenés dans une expérience extraordinaire. Ça a été une expérience de vie, ça a été un cadeau. Un cadeau pour tous ceux qui l'ont accompagné. Et je pense particulièrement à toutes ces intelligences, associées à toutes ces mains qui ont œuvré au Cœur de lumière. Les maçons, les électriciens, les métalliers, les hommes du bois, comme disait Tony, ceux d'ici et ceux d'Angleterre. Tony nous a tous sortis de nous-mêmes, nous a emmenés au-delà de ce que nous savions faire. Il a repoussé les limites du possible par cette sorte de foi indéfectible en la puissance de la sculpture, mais aussi parce qu'il regardait les gestes, parce qu'il écoutait. C'est vrai pour tous ceux qui travaillaient, le regard de Tony était aussi d'une précision extrême. Il décortiquait tout sans concession. Mais ce cadeau exigeant, il l'a fait par-dessus tout à une population. Il y tenait plus que tout, à la population bourbourgeoise et à toute une région. Le cadeau est maintenant un trésor, nous en héritons. Un trésor tangible pour tous, mais aussi un trésor caché pour chacun. Le trésor de la relation, de ce qui relie.
Le vitrail dans tous ses états, ou plutôt dans toutes ses étapes, c'est l'un des stages découvertes qu'a suivi une dizaine de participants la semaine dernière au Centre artistique et culturel François Mitterrand. Couper le verre, le gruger, poser un ruban de cuivre, le souder à l'étain, appliquer une platine ou encore le mettre en cadre, toutes ces étapes ont été testées par les participants. L'objectif de ces 4 jours de stage est de parvenir à créer un vitrail de type Tiffany. Le vitrail, c'est quelque chose, on est obligé de simplifier son dessin. Ça, c'est comme ça. Mais malgré tout, avec le vitrail Tiffany, vous avez quand même une liberté plus que vous avez avec un vitrail au plomb. Parce que les vitrails Tiffany, ça vous permet de travailler avec des toutes petites pièces que vous ne pouvez pas avec un vitrail au plomb. Et c'est ce qui fait que c'est plus intéressant, ça donne plus de pouvoir de créativité. On peut faire des petits personnages, des petites choses, du contemporain, on peut faire un tas de trucs. Avant cela, il faut évidemment expérimenter toutes les étapes pour être à l'aise avec la technique. C'est pourquoi un thème a été imposé. Quand on n'a jamais fait de vitrail, on ne sait pas les difficultés qu'on peut rencontrer en faisant du vitrail. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Le dessin, il faut d'abord avoir fait du vitrail avant pour savoir les difficultés qu'on peut rencontrer. Par exemple, il y a des angles, des découpes qu'on ne peut pas faire si on n'a pas appliqué le vitrail avant, les découpes. Donc il vaut mieux faire d'abord un essai avec un thème qui a été imposé et après, par la suite, si les personnes, les stagiaires veulent faire quelque chose de plus personnalisé, ça sera plus facile pour eux. Un premier pas dans la technique du vitrail est peut-être le début d'une grande passion, comme l'artiste qui anime ce stage. Je pense qu'on est vite mordu, quoi. Vous travaillez avec la couleur, mais vous travaillez avec un matériau, vous ne travaillez pas, voilà. Et c'est ça qui est formidable, c'est que vous avez la lumière qui... En fait, vous transformez votre tableau. Vous pouvez faire un tableau en vitrail, mais il va être transformé par la lumière qui va passer au travers. Une peinture de lumière qui réserve son lot de surprises et d'émerveillements. Les 8-13 ans ont pu s'initier durant 5 jours au hip-hop avec Fatima Mustapha de l'association B-Boy France, une professionnelle de cette discipline championne du monde à 11 ans et qui s'est illustrée dans le clip de Diams, La Boulette. Apprendre les bases du hip-hop, c'est ce qu'ont réalisé 16 jeunes de 8 à 13 ans de Gravelines et des communes alentours au stage d'initiation au hip-hop du Centre artistique et culturel François Mitterrand. L'objectif, c'est de leur faire connaître la danse hip-hop, de voir ce que c'est et de voir après s'ils aiment intégrer des cours de danse hip-hop ici même à Gravelines ou dans les alentours. Durant 4 jours, ces jeunes ont travaillé des pas et des chorégraphies avec de nombreux exercices ludiques. Il faut savoir que dans la danse hip-hop, il y a plusieurs disciplines. Il y a tout ce qui est danse debout, et il y a aussi les danses au sol. Du coup, on essaye d'apprendre chaque jour un peu chaque discipline. Donc on essaye de reprendre certains jeux et tout en même temps, on essaye de mettre des pas dedans pour qu'ils apprennent aussi en même temps en s'amusant en fait. Pour stimuler l'apprentissage, ces jeunes effectuaient des exercices sous forme de petits challenges pour travailler le rythme, la précision des pas et des chorégraphies. J'essaie de les mettre en concurrence, ils se défient l'un contre l'autre et comme ça en plus ils se motivent plus et ils assimilent plus vite le pas. Le hip-hop, un moyen de s'ouvrir un peu plus aux autres. C'est un moyen de se libérer. Si par exemple ils sont timides, etc., ça peut leur permettre de passer cette timidité, de s'exprimer en dansant. Ce qui m'a motivée, c'est que j'adore le hip-hop et j'adore danser en fait. Et ça exprime ce que je ressens au fond de moi en fait. Le mouvement hip-hop serait porteur du message d'Africa Bambaataa et de la Zulu Nation qui a prôné les valeurs Peace, Love, Unity and Having Fun, soit la paix, l'amour, l'unité et s'amuser, mais aussi le respect d'autrui ainsi que l'unité des peuples. Dans le cadre de l'opération en réseau Guerre et Paix, une exposition intitulée Graver la Grande Guerre est proposée par le Musée du dessin et de l'estampe originale de Gravelines. Elle se nourrit de ses collections et de celles de l'historial de la Grande Guerre de Péronne. Pas de scène spectaculaire dans Graver la Grande Guerre.
C'est à hauteur d'homme que toutes ces œuvres ont été réalisées par des artistes mobilisés ou missionnés volontairement pour dessiner la vie des soldats. Des gravures comme autant de témoignages et de points de vue sur cette Première Guerre mondiale. Alors soit c'était des artistes, par exemple comme Marcel Gromer, qui continuent leur travail artistique et qui donnent une vision vraiment très personnelle de ce qu'est cette guerre. Et puis d'autres artistes sont rentrés dans des sections de camouflage, donc on voit un petit peu aussi quel a été leur parcours. Et d'autres encore se sont rapprochés davantage, je dirais, des services français, de la propagande, et donc donnent une image de la guerre qui est un petit peu, disons, travaillée de manière à ce que les populations en aient une vision, celle que l'État français voulait montrer. On y voit le front, l'arrière, les civils et la violence à l'égard des femmes et des enfants. Un tableau réaliste sur cette grande guerre où toutes les limites ont été franchies. Une occasion aussi unique de découvrir certains faits historiques, méconnus ou oubliés. Sur cette image-là, on voit une femme qui prend son bébé pour le rassurer, et l'autre dans la pièce lui dit « il va pleuvoir, tu peux le coucher ». Donc il va pleuvoir quoi? Il va pleuvoir tout simplement des obus. Donc là, ça représente Paris qui est en fait bombardé, avec cette grande surprise en fait de ce canon qui avait été surnommé la grosse Bertha et qui bombardait à 120 km de distance. À une période où le cinéma et la photographie prenaient une place majeure, les artistes ont apporté un autre regard sur ce conflit, à découvrir jusqu'au 9 juin 2014 au Musée du dessin et de l'estampe originale. Le film documentaire La mort est dans le pré sera projeté le jeudi 13 mars 2014 à 18h30 au cinéma Sportica à Gravelines. L'entrée est gratuite. Donc le film s'appelle La mort est dans le pré, c'est un jeu de mots un petit peu difficile, mais en même temps qui est très révélateur de la question principale qui est portée par le film, à savoir que doit-on penser d'un système agricole qui tue ses principaux utilisateurs? Dans toutes les régions de France, les agriculteurs victimes des pesticides souffrent et meurent en silence. Moi, j'ai découvert ça avec horreur, c'est-à-dire qu'il y a une épidémie énorme qui est en train d'arriver. Les agriculteurs ont été empoisonnés à petite dose pendant des décennies. Des personnes au niveau des fabricants savaient très bien que des produits vendus aux agriculteurs mettaient en danger l'agriculteur, voire sa famille. Comment se fait-il que des gens qui sont en train de mourir de ces pratiques continuent dans ces mêmes pratiques? Comment est-ce qu'un agriculteur qui est en train de mourir au volant de son tracteur continue à épandre des pesticides partout? Pourquoi? Et ça, c'était une vraie question, c'était une vraie intrigue. Et en fait, en essayant d'y répondre, j'ai découvert ce que j'ai envie d'appeler le piège chimique. Cette projection est en relation directe avec le Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société. Seront présents le directeur du FIGRA ainsi que le réalisateur du film, avec lesquels vous pourrez échanger à la fin de la projection. Je me suis réveillé, j'étais paraplégique. On se demande ce qui arrive, on se demande si c'est pas un mauvais rêve. On vit certainement un cauchemar et qu'on va se réveiller, quoi. Oh bah oui, hein. Et donc ce système très cohérent est fait pour que rien ne change. Il y a une espèce d'ensemble, de connivence entre tous ces acteurs qui s'arrangent pour que les pratiques n'évoluent pas. Et au milieu de ça, il y a les agriculteurs qui sont pris en otage de ce système, qui n'ont en général pas le choix parce qu'ils sont tenus par les crédits, parce qu'ils ont oublié les pratiques, c'est-à-dire qu'en 50 ans, on a réussi à effacer des milliers d'années de transmission des pratiques agricoles. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une communication qui nous explique qu'il n'y a qu'un seul modèle possible, qui est celui de l'agriculture chimique et de l'agriculture intensive. Les agriculteurs en sont eux-mêmes pour la plupart convaincus, et ils ont beau en crever, ils sont incapables d'en sortir. Voilà, ça c'est globalement ce que dénonce le film. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dès vendredi votre journal d'information locale. Passez un agréable moment sur Delta TV.
Bye.